Je suis Vincent Dumestre, je suis luthiste, je dirige le Poème harmonique et je suis chef d'orchestre. Mes débuts dans la musique ancienne se situent dans les années 90, à l'époque où je suis encore guitariste classique à l'École normale de musique de Paris. Et mon répertoire, il est bien différent, c'est Tárrega, c'est Villa-Lobos, mais c'est aussi Bach, c'est aussi Robert Devisé, mais avec une certaine frustration de ne pas pouvoir faire ce répertoire comme il se doit, puisque sur une guitare. Et puis en passant mon diplôme, je me rends compte que finalement cette vie de guitariste, qui est une vie comme les pianistes, en général plutôt de soliste, et donc un peu d'isolement par rapport à la musique de chambre et tout le plaisir de l'orchestre qu'on peut avoir quand on est musicien d'orchestre, je me suis dit qu'il fallait que que j'évolue. Et j'ai trouvé par hasard un disque de Hopkinson Smith, qui a ensuite été mon maître. Et je suis tombé vraiment amoureux de ce répertoire du luth baroque. J'ai donc coupé mes ongles de guitariste, j'ai vendu ma guitare et j'ai acheté un luth, une guitare baroque, un théorbe, enfin voilà, les instruments qui sont ici. Et j'ai changé de répertoire, j'ai changé de vie grâce à cette magnifique personnalité qu'est Hopkinson Smith. La vie est faite de surprises. Quand j'étais guitariste, pas une minute, j'ai imaginé que je sortirais de ce créneau. C'est vrai que les concours internationaux, que toute cette vie-là n'était pas ce à quoi je rêvais finalement. Et la musique ancienne, elle est arrivée un peu par hasard dans ma vie, donc avec le hasard de cette rencontre avec Hopkinson Smith. Et puis quand j'ai découvert ce répertoire, une évidence de vouloir défendre cette musique, et puis le plaisir de découvrir que finalement, enfin un répertoire de musique de chambre, de musique d'orchestre, et une variété de répertoires, de programmes qui allaient du XVIe siècle avec le luth Renaissance jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avec des instruments comme le galichon ou en tout cas avec le luth baroque, accompagner les chanteurs avec le théorbe. Voilà, c'était une palette tellement plus large et infiniment plus près de mes aspirations. Ensuite, les choses sont allées assez rapidement. J'avais 20 ans, je faisais mon service militaire, donc j'ai proposé au Centre de musique baroque de Versailles de faire un service civil. Et j'ai pu rencontrer à cette occasion-là tous les chanteurs, les grands chefs qui passaient par le CMBV. J'ai découvert la musique d'ensemble, j'ai découvert le plaisir d'accompagner un chanteur. J'ai découvert aussi les merveilles, les trésors de cette bibliothèque, celle du Centre de musique baroque de Versailles. Et ça a été une vraie révélation. Et puis, de fil en aiguille, j'étais repéré par des ensembles, et puis j'ai eu cette carrière qu'on appelle de freelance finalement, c'est-à-dire de travailler avec divers ensembles. Ça a été avec Philippe Pirlot, l'ensemble Richard Carr, avec Jordi Saval, avec Jean-Claude Malgoire évidemment, avec Marc Minkowski. Donc il y a eu une dizaine d'années comme ça au service des autres, on peut dire. Et puis, peut-être une seconde étape de frustration, entre guillemets, ou en tout cas l'envie de travailler sur un répertoire un peu différent de ce que je faisais avec les autres ensembles. L'envie de travailler sur certaines musiques italiennes, début XVIIe. En gros, de travailler sur le début du XVIIe siècle, soit en France ou en Italie, avec des Pierre Guédron, des Boësset, des Batailles. Ou en Italie avec Bellero Fonte Castaldi, avec Domenico Belli, c'est-à-dire des compositeurs en marge des grandes œuvres ou en marge des grands noms de la musique ancienne comme Monteverdi ou comme Lully. Et cette passion que j'avais, et je travaillais les partitions tout seul ou avec des chanteurs, j'ai décidé de passer le cap et donc d'arrêter brutalement cette vie de freelance et de constituer un ensemble qui serait dont la prééminence, disons, de travail serait le grand siècle, le XVIIe siècle. Et c'est à ce moment-là, en 98, que j'ai fondé le Poème harmonique.
Le théâtre, d'une manière générale, a été très important pour moi. La rencontre avec le théâtre, enfin le théâtre dans sa relation avec la musique, ça a été au moment où Eugène Green donnait Mithridate de Racine à la Sorbonne. Et ça a été pour moi une révélation parce que, à travers le travail qu'il faisait, j'ai vu un équivalent de ce que nous, musiciens baroques, à l'époque, on faisait sur notre répertoire, c'est-à-dire chercher les sources anciennes, essayer d'être fidèle à ces sources, fidèle aux traités, et fidèle à une philosophie qui est que finalement, l'éloignement par rapport à un compositeur et l'éloignement par rapport à des codes qui ne sont plus forcément les nôtres n'est pas, je dirais, n'est pas une entrave à l'intérêt et au plaisir et à la sensibilité qu'on peut avoir pour un répertoire. Alors que cet éloignement soit géographique, on peut apprécier les musiques du sud du Pérou ou des Philippines, mais il peut être aussi historique, c'est-à-dire qu'on peut apprécier les musiques du XVIIe ou du XVIe siècle exactement comme elles étaient faites si on est juste, si on est sincère et si on est juste par rapport aux sources que l'on a conservées. Et ça, c'est un travail que Eugène Green avait entrepris, c'est un travail magnifique sur la lumière, sur le théâtre, sur les costumes, sur la déclamation, sur la langue française, sur l'alexandrin. Et voilà, donc j'ai tout de suite sympathisé avec ce personnage incroyable, Eugène Green, et puis rencontré par la même occasion d'autres personnalités, comme Benjamin Lazare notamment. Et puis de fil en aiguille, avec Benjamin Lazare, avec d'autres, avec Cécile Roussat, on a formé une sorte de groupe de travail sur justement les rapports entre les arts, entre la musique, le théâtre, la danse, la lumière, la gestuelle, l'ornementation, etc. Et Royaumont, l'abbaye de Royaumont nous a invités à penser ce travail dans leurs murs. Et de fil en aiguille, de stage en stage, finalement on a fini par aboutir à un grand projet qui était le Bourgeois Gentilhomme. Ça c'était en 2004. Et voilà, et le Bourgeois Gentilhomme a été la grande étape par rapport à cette réflexion et aussi pour le poème harmonique, qui a ensuite mené à d'autres projets extrêmement passionnants, comme Cadmus et Hermione. Donc on est passé de la comédie-ballet à la tragédie lyrique, à la première tragédie lyrique française. Et voilà, ce travail ne s'est jamais arrêté, parce que Lully est resté voilà, un des compositeurs favoris du poème harmonique jusqu'à il y a encore 2-3 ans, puisque avec Benjamin Lazare, on a monté Phaéton de Lully, notamment en collaboration avec les forces de Théodore Curensis et Musica Eterna. Alors en 2010, c'est l'année où nous nous sommes installés en Normandie, qui nous a permis de créer en Normandie, d'avoir un lieu de résidence, un lieu de création, des ponts avec l'Opéra de Rouen, avec l'Opéra de Caen. Et ça a été très important parce que ça nous a permis de construire des productions, et notamment encore tout récemment, avec Coronis que nous avons monté avec le théâtre de Caen, ou un projet que l'on va faire avec l'Opéra de Rouen autour d'un Mon amant de Saint-Jean avec Stéphanie Doustrac à la Chapelle Corneille. Donc cette installation en Normandie était très importante, mais elle a été aussi très importante pour le travail pédagogique que l'on peut réaliser, parce qu'auparavant, le travail pédagogique se faisait au coup par coup en fonction des productions que l'on donnait. On rencontrait des jeunes, des enfants et des adolescents, mais finalement c'était plus une manière une appétence que l'on proposait plutôt que de véritables compétences. Et donc en 2014, j'ai proposé à la région d'arrêter ce travail que l'on pouvait faire, qui était un petit peu, je trouvais, un travail de saupoudrage finalement, et de construire un véritable projet pédagogique fort, à long terme, basé sur des compétences, et donc que nous avons fait avec l'école Debussy, qui se trouve sur les Hauts de Rouen, qui est une école dans une zone assez difficile, et que nous avons fait en construisant un véritable petit orchestre de l'école, en amenant la musique à l'école et en donnant des compétences aux enfants, c'est-à-dire en leur apprenant l'instrument, en leur apprenant comment tenir un archet, en leur apprenant surtout comment se tenir dans un orchestre, c'est-à-dire quelle est la relation qu'on peut avoir entre des musiciens dans un orchestre, vis-à-vis d'un chef de pupitre, vis-à-vis d'un chef d'orchestre. Et puis voilà, cette belle idée est née et finalement a reçu un grand engouement
de la part des instituteurs, de la part de l'école, de la part de la région. Et c'est aujourd'hui un peu moins de 200 enfants qui profitent de ce système d'orchestre à l'école, donc à l'école de Debussy. Et c'est en 2019 que nous avons intégré le dispositif Demos, qui nous permet de travailler de manière encore plus assurée, plus confortable avec cette école. Et voilà, j'espère qu'il y aura de grands projets. L'année prochaine, on sera à l'Opéra de Rouen pour montrer ce que ces enfants peuvent faire, et toujours en collaboration avec les musiciens du poème harmonique, c'est-à-dire toujours en liant la réalité finalement de la musique, la réalité des musiciens professionnels avec la pédagogie que l'on peut faire avec ces enfants. La, si, do, la, si. 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 Pourquoi créer un concours ? D'abord, il faut dire une chose, c'est qu'en termes de pédagogie, moi, je n'ai pas ma place dans le moment principal de la pédagogie d'un futur musicien ou d'un futur mélomane, c'est-à-dire tout le moment où il est au conservatoire et où il travaille son instrument, où il apprend la musique. Donc ce que nous pouvons faire, ce que je peux faire, c'est aux extrémités, c'est-à-dire donc l'enfance, la découverte de la musique et donc l'apprentissage de la musique à l'école et l'apprentissage de l'orchestre au départ, et puis de l'autre côté, après qu'un musicien ait pu faire ses études, il se pose une grande question, c'est comment trouver du travail, comment se faire connaître, comment se faire entendre quand on est musicien, quand on est chanteur. Et donc c'est à ce moment-là où on peut réintervenir, entre guillemets, avec le poème harmonique, c'est-à-dire proposer aux jeunes musiciens qui sortent des grandes structures européennes ou mondiales d'ailleurs, parce qu'en fait on accueille des étudiants du monde entier, leur proposer un concours pour se faire connaître, pour rencontrer des directeurs de théâtre et bien sûr pour éventuellement gagner un prix qui leur ouvre des portes ensuite dans chacun de leurs disciplines. Donc on l'a fait avec le violon, on l'a fait avec violon, viole de gomme, enfin avec les archers. On l'a fait avec les chanteurs également. Et donc l'année prochaine aura lieu le concours international de Normandie, qu'on appelle le concours Corneille, parce qu'il se déroule à la chapelle Corneille, qui aura lieu en septembre, et où seront conviés donc des chanteurs du monde entier. On a beaucoup d'Asiatiques, évidemment, on a beaucoup d'Américains, Amérique latine également, les pays de l'Est sont assez représentés. En général, on a une centaine de dossiers sur lesquels on choisit une petite trentaine d'artistes, et puis au final, 3 ou 4, ça dépend selon les années, sont récompensés par un prix. C'est vrai, j'ai toujours eu la chance de programmer, c'est-à-dire d'avoir, alors c'était soit des cartes blanches, comme en Normandie, au château de Mondétour, pour le festival Automne en Normandie, à Vilnius aussi en 2015, une carte blanche autour du poème harmonique, et puis j'ai programmé les saisons baroques de la chapelle Corneille pendant plusieurs années, à Rouen, le festival Mysteria Pascalia, le festival Mysteria Pascalia en Pologne en 2017, et puis depuis 4 ans maintenant, je programme, je suis directeur artistique du festival de musique baroque du Jura. Et c'est vrai que c'est un très grand plaisir parce que c'est finalement une combinaison idéale pour moi, dans la mesure où je trouve qu'un directeur artistique d'un festival fait le même métier qu'un chef d'orchestre. En fait, finalement, c'est un chef d'orchestre élargi au niveau d'un festival, puisque finalement un chef d'orchestre, c'est loin de l'image d'Épinal que l'on connaît d'un chef qui dirige. Il y a évidemment tout un travail bien différent qui est celui de concevoir un programme, de donner du sens à un programme, de fédérer des musiciens, de réunir des artistes, et finalement un directeur artistique d'un festival ne fait rien d'autre que ça. Il orchestre finalement la partie artistique de ce festival, et bon, j'ai la chance d'être entouré d'une équipe principalement de bénévoles qui sont vraiment formidables, dévoués, très motivés.
et d'un public qui se développe dans un département, le Jura, qui est extrêmement beau, qui offre un patrimoine très riche et comment dire, je dirais un vrai écrin en tout cas pour la musique baroque. Je parlais du guitariste que j'étais et quelque part de la solitude du soliste qui présente les concours internationaux et qui fait ses récitals de guitare classique. Et je suis resté avec ce désir de répertoire, ce désir de musique de chambre, ce désir en tout cas de variété de programmes. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir continuer à jouer de ces deux plaisirs, en tout cas de ces deux casquettes, celle de chef d'orchestre. Par exemple, là, nous remontons et nous enregistrons pour CVS, donc Château de Versailles, un opéra de Cavalli, Egisto, dans quelques mois. On sort d'une production Coronis, une zarzuela espagnole avec tout l'orchestre et un plateau magnifique de chanteurs. On vient d'enregistrer Cadmus et Hermione en disque alors qu'on l'avait fait en DVD il y a quelques années. Et puis on va faire le mariage de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, donc là aussi la recontextualisation d'une œuvre dans le lieu où elle a été créée. Mais c'est vrai, j'ai aussi le très très grand plaisir, et il est bien différent, de pouvoir continuer avec les musiciens les plus fidèles du poème harmonique, de continuer à travailler sur la musique de chambre, comme là par exemple un récital avec Adèle Charvet qu'on va donner à Salgavo bientôt autour des musiques au Palais du Louvre. Avec Eva Zaitchik, puisque nous avons enregistré il y a quelques semaines le fameux Nisi Dominus de Vivaldi, et là aussi recontextualisé dans son univers sonore qui était celui de Venise. Donc j'estime avoir énormément de chance de pouvoir jouir de ces deux formes musicales qui sont extrêmement différentes, et en même temps, quelque part, c'est le même métier, avec ou sans instrument, en dirigeant ou en jouant, avec une équipe de musiciens du poème harmonique dont certains sont vraiment fidèles depuis des années et qui m'enchantent et avec lesquels on partage vraiment des moments magnifiques.